bonjour à toutes, bonjour à tous. Il fait encore jour, donc on peut dire bonjour, on ne va pas se gêner. Merci d'être venus pour cette nouvelle action, nouveau rassemblement de la gauche lilloise dans le cadre des élections municipales 2014. Alors la gauche lilloise, dont tout le monde connaît, vous savez qui nous sommes, un vaste rassemblement d'écologistes, de communistes, de socialistes, syndicalistes, associatifs, militants de gauche, qui viennent aussi bien du Parti communiste que de la phase, que des militants du Front de gauche, que du GRAM, que des non-encartés. Bref, des gens qui avaient envie de se rassembler autour d'un vrai programme d'alternative à gauche sur Oulin. Alors ce programme, vous avez pu le procurer à l'accueil. Il est tout chaud, il vient juste de sortir de l'imprimerie. Il est tout neuf. Vous en avez la primeur. Donc c'était ce rassemblement continue de mobiliser la population. Alors donc on s'était déjà rencontré ici le 26 janvier pour la présentation de la liste, où on avait notamment parlé aussi de démocratie participative et de la métropole, par démocratie participative avec René Balme, qui depuis d'ailleurs fait à peu près le tour de l'agglomération, puisque je sais que cette semaine il était aussi sollicité par nos amis de Saint-Genis-Laval pour parler du même thème. Donc c'est quelque chose qui commence vraiment à se connaître et à se répandre, hein, cette notion de démocratie participative telle qu'elle se fait à Grigny. On s'est retrouvé aussi le 18 février à la salle Coloret pour parler des emprunts toxiques de la ville, avec une intervention très intéressante de Jean-Jacques Lacroix, du collectif pour un audit de la dette. D'ailleurs, pour information, suite à la rencontre qu'on a eue et de toutes les informations qu'on a eues lors de cette soirée, la gauche lilloise a décidé de débuter les recours auprès de la mairie d'Oulin pour savoir quelle est exactement la situation de la commune vis-à-vis de ces emprunts. Donc aujourd'hui même, ce matin, nous avons envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à François-Noël Buffet afin qu'il nous fasse parvenir tous les documents qui concernent ces emprunts. C'est une démarche citoyenne qui est tout à fait légale. On doit avoir accès à tous les documents qui concernent ces emprunts toxiques. Sachant qu'évidemment, s'il ne nous répond pas dans un délai d'1 mois, il y aura ensuite la CADA qui interviendra et qui obligera la commune à nous communiquer tous ces documents. Donc on vous tiendra au courant, on vous tiendra informé de l'évolution, voilà, concernant les emprunts toxiques de la ville. Je tiens aussi à rappeler que nous avons été jusqu'à présent les seuls à faire une soirée, une action sur le thème des emprunts de la ville, et nous sommes les premiers, pour l'instant certainement les seuls, à démarrer une action auprès de la mairie pour en savoir plus et pour que ce soit connu par tout le public. Donc ça c'est l'un de nos engagements, et on s'y tient, on l'a même démarré avant d'être à la mairie. Voilà. Et on continuera, qu'on soit dans la majorité ou pas, on continuera bien entendu cette action. Donc ce soir, on se retrouve pour parler encore une fois de la métropole, de la future Eurométropole de Lyon, avec tout à l'heure une intervention de Guy Fischer, qui est sénateur du Rhône, sénateur communiste, qui arrivera là tout à l'heure, hein, il devrait être d'ici un quart d'heure, il devrait arriver. Mais au préalable, on voulait aussi échanger avec le public, avec les citoyens, sur quelque chose aussi qui nous tient à cœur, puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme, que cette journée de la femme, telle qu'on la présente aujourd'hui, la journée des droits de la femme, journée internationale des droits de la femme, cette journée telle qu'on la présente aujourd'hui revêt de plus en plus un caractère anecdotique et plutôt sympathique de petite journée de fête pour les femmes, alors qu'on oublie complètement tout le combat qu'il y a derrière. Et puis, à partir de là aussi, parler de tout ce qui se passe dans notre pays et dans l'Union européenne depuis quelques semaines, toutes ces atteintes aux droits, notamment aux droits des femmes, à l'évolution sociétale qu'on a eue depuis les années 60-70, tous les acquis qu'ont eu les femmes, qu'ont eu aussi commence à avoir de plus en plus les homosexuels, donc toutes ces atteintes qui commencent à y avoir, on voulait en parler aussi aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, rappeler que c'est avant tout une journée de droit, et pas une journée simplement pour offrir des fleurs à madame ou faire un vaisselle pendant qu'elle regarde la télé. Ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà. On
tenais à rappeler quand même cet élément-là. Donc je vais passer la parole à Sylvie Bénézèche qui va dire quelle est notre position par rapport à cette journée. Oui, comme vient de le dire Bertrand, la journée de la femme, je voudrais d'abord resituer un petit peu le terme journée, parce que je suis toujours un petit peu gênée, sur cette histoire de journée de la femme, où on revient un petit peu à des journées qui balisent un petit peu l'année, que ce soit contre le tabac, sans la voiture, pour la maladie, etc. Je préférerais resituer le 8 mars proche d'un 1er mai qui est vraiment symbolique des luttes de femmes qui ont été faites au cours au moins du dernier siècle, des grandes avancées qui ont pu avoir lieu. Grandes avancées dont notre génération a quand même pas mal bénéficié et qui naïvement nous semblaient peut-être acquises. Et on n'avait pas terminé nos luttes parce qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire, mais le problème c'est qu'actuellement on voit un recul. Les manifestations qu'on a pu voir l'an passé ou en ce début d'année nous font entendre quelques relents de valeurs d'une époque pétainiste qu'on pensait complètement révolue. Et on peut voir dans pas mal de pays autour de nous des reculs, symboliquement on a pu le voir sur l'Espagne avec l'IVG, et on se rend compte que plus rien n'est sûr et il faut continuer vraiment ces bagarres pour conserver ce qu'on a acquis et continuer d'avancer. Quand on voit au niveau du travail, les salaires, les temps partiels imposés, les violences, etc. Il y a des choses, les retraites, donc oui, effectivement, tous les travailleurs en pâtissent, mais les femmes n'ayant pour beaucoup pas de carrière complète ou de carrière à temps partiel, doivent aller beaucoup plus loin pour pouvoir bénéficier de la retraite. Au-delà de ça, il y a des choses symboliques qui sont aussi un petit peu insidieuses et moins flagrantes. Alors, on peut donner l'exemple, moi qui m'a un petit peu perturbé, c'est symboliquement ce qu'a fait aujourd'hui le PS en prônant un conseil de femmes. C'est un petit peu ennuyeux que des gens de gauche, qui se disent de gauche, veuillent faire quelque chose de spécifique. Les femmes ne sont pas à part. Notre lutte, elle est commune, nos avancées, elles sont communes aux hommes. Il n'y a pas de raison de dissocier complètement la position ou la défense des femmes. Il y a aussi des mouvements que l'on peut voir qui nous viennent des États-Unis et qui, sous couvert d'un retour à la nature, ramène la femme à l'image uniquement de la mère. Et ça, c'est une chose qui risque un petit peu si on continue trop en avant dans cette image de la femme mère, peut nous faire reculer énormément. Et ça, c'est vraiment sous couvert de... Alors, je donnerai l'exemple de la Lecce League, par exemple, qui est un mouvement très en avant là-dessus. Et on a beaucoup de jeunes femmes qui sont assez proches de ces mouvements, parce qu'il est vrai que ce retour à la nature très écologiste donne envie, et bon, c'est une mouvance qui est très actuelle, mais il faut faire très attention à ces valeurs qui reviennent sur notre image. Et la place que les hommes ont pris en tant que pères depuis quelques dizaines d'années est aussi à des femmes, parce que nos avancées, elles sont aussi les avancées des hommes par rapport à la relation au niveau des familles avec leurs enfants. Voilà. Sinon, je vais laisser la parole un petit peu à chaque femme et homme qui voudra s'exprimer sur ces problématiques de droits de femmes et d'avancées. Oui. Ah, si, c'est moi. Je vais te garder. Non, comme ça je peux parler avec ma voix normale sans que ça assourdisse. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole justement par rapport à ça? Question?
Oui, on a hélas un bon exemple aujourd'hui de ce que les droits sociaux pour tous et les droits des femmes sont joints, sont les mêmes. Aujourd'hui même, au journal officiel, donc, le gouvernement publie le décret qui autorise les commerces de bricolage à réouvrir le dimanche, bien évidemment. Je rappelle, ça pénalisera au moins 50% de la population des travailleurs. Donc au moins 50% de femmes, effectivement. Donc, les droits sont bien les mêmes, et c'est pas, il ne s'agit pas de faire des catégories, c'est des droits sociaux pour tous. Moi, je voulais aussi apporter un élément plus de mon côté de militant politique. La difficulté qu'on a aussi, nous, dans la politique, à trouver une place, enfin, à trouver des femmes qui acceptent, qui puissent prendre des responsabilités, qui puissent s'investir. Je l'ai vu sur certaines campagnes électorales où pour trouver des candidats, c'est très compliqué. Parce qu'on a décrété la parité en politique, oui, ça c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Sauf que tant que la parité n'existe pas à la maison, la parité en politique ou la parité en travail, c'est très compliqué. Et malheureusement, on a beaucoup de camarades, de militantes qui ne peuvent pas s'impliquer parce qu'elles sont seules avec des enfants ou elles vivent en famille, mais le mari est très occupé, donc il faut qu'elle fasse tourner la maison. Ça, c'est la vraie difficulté, elle est là. C'est que tant qu'on n'arrivera pas à une vraie parité à la maison, arriver à la parité dans la société, ça sera très compliqué. Donc c'est un travail d'arrache-pied à mener tout au long de la vie et dans tous les moments, à l'école, au collège, au lycée, au travail, dans les associations, de partout, il faut faire passer cette idée-là. Et ce dont parlait Sylvie, c'est-à-dire ce retour de vieilles valeurs, ça c'est effectivement très contre-productif, et à terme ça veut dire qu'on va laisser encore moins de place à la femme dans la politique, dans le travail, dans le sport, dans les médias, etc. Parce qu'on veut que la femme redevienne la femme au foyer telle qu'elle était vue par les pétainistes ou par les nazis. Donc voilà, c'est vraiment un véritable combat à mener tous les jours. Quelqu'un veut prendre la parole ? Moi, je voulais rajouter quelque chose qui me semblait grave. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai l'impression. Bon, mais je peux parler beaucoup plus fort, je vais essayer de me réfréner au contraire. Oui, avec le risque d'un possible déremboursement de l'IVG, qui est déjà mise en débat en Suisse et que Marine Le Pen, par exemple, a déjà avancé lors de la campagne pour les présidentielles. Donc ça aussi, ça signifie quelque chose. À côté de cela, moi je me disais que dans ces temps de cataclysme économique et social, agir pour l'émancipation et la préservation des droits des femmes, c'est une arme anti-crise. Une arme contre tout ce qui fabrique des boucs émissaires, les jeunes, les homosexuels, les roms, les handicapés et les femmes. Et puis, bon, moi j'ai une sensibilité qui me fait aller vers, je dirais, la poésie et le théâtre. Et à propos de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est donc toujours une question de société, je trouve qu'on a trop souvent préféré opposer les sexes plutôt que rêver la réconciliation possible des genres. Voilà, le mot est lancé. Et donc, pour entrer dans le vif de ce débat d'actualité, j'aurais aimé évoquer un texte qui est fort ancien, puisqu'il date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein, c'est un texte d'Aristophane qui s'appelle l'Assemblée des femmes, et qui, c'est une comédie donc antique, grecque, qui nous rappelle avant tout que le théâtre est cette place publique où tout peut se jouer, se rêver et se dire. C'est le lieu d'une parole libre et critique et l'espace d'un débat démocratique et politique partagé entre acteurs et citoyens. Donc je veux laisser la parole à cette femme qui prend la parole au 5e siècle sur l'agora, donc on l'appelle Praxagora, ça veut dire celle qui s'agite sur l'agora. Et voilà ce qu'elle dit.
Donc, pour parler sur l'agora, il fallait se coiffer d'une couronne de laurier. Donc, elle fait allusion à ça pour commencer. Après avoir pris la couronne, ô Dieu, j'adresse une prière, qu'il fasse tourner à bien nos projets. J'ai dans ce pays une part égale à celle que vous avez. Ce qui m'afflige et m'est pénible, c'est de voir pourries les affaires de la cité. Car je la vois toujours employer des chefs mauvais. S'il en est un de bon pendant un jour, il devient mauvais pendant 10. A-t-on recours à un autre, il fera pire encore. Et c'est vous, ô peuple, qui êtes cause de tout cela. Car recevant en salaire l'argent public, à ce moment-là, la participation à l'Assemblée est payée, ça s'appelle le mistos, vous n'avez en vue que votre intérêt particulier, chacun songeant à ce qu'il gagnera. Et l'État va qu'à un quart. Si donc vous m'en croyez, vous pouvez encore être sauvés. C'est aux femmes, dis-je, qu'il faut abandonner la cité. Aussi bien dans nos maisons, leur confions-nous les fonctions de surveillance et d'intendance. Que leur mœurs valent mieux que les nôtres, c'est ce que je montrerai. À elles donc, ô hommes, confions l'État sans ergoter. Et ne nous demandons pas ce qu'elles vont faire, mais laissons-les bonnement gouverner. Pour se procurer de l'argent, rien de plus ingénieux qu'une femme. Au pouvoir, elle ne sera jamais dupée, car elles-mêmes sont habituées à tromper s'il le faut. Bon. Et Aristophane n'est ni féministe ni communiste. Hein. La dérision et la satire sont ses armes et ses seules croyances pour dénoncer les dérives populistes déjà de la démocratie athénienne. Voilà. Il y a beaucoup de choses modernes. Hein. Bien. Voilà, donc nous on voulait vraiment lancer la soirée de cette manière-là, on voulait pas passer à côté de la journée de la femme, mais l'aborder d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir de la part de la politique ou des médias, de la société, alors nous d'une manière générale. Voilà. Oui, Christian. Je réponds pas, non. Ça change de niveau. Comment dire, pour revenir à des préoccupations qui concernent le niveau, les compétences municipales, il y en a un qui va se jouer à la rentrée, c'est la question de l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une prise en charge collective de qualité pour les enfants après la classe, si elle n'est pas gratuite, si un certain nombre de conditions ne sont pas réunies pour que les gamins puissent les fréquenter dans les bonnes conditions et dans des conditions éducatives, donc bien évidemment les familles vont chercher à récupérer leur enfant. Et qui est-ce qui va le plus souvent renier sur son travail? C'est la personne dans le couple qui a le salaire le moins élevé. Généralement c'est comme ça que ça marche. Et puis j'ai pu comprendre que c'était souvent les femmes. Voilà. Donc c'est une vraie question. Hein. On a souvent, heureusement, longtemps un peu moins mis en avant le modèle allemand, classe le matin jusqu'à 9h, 2h l'après-midi, et puis après le temps libre. Si ce n'est que, ça s'appelle l'activité, si ce n'est qu'en Allemagne, souvent, ce temps est payant, et que c'est un frein énorme au travail des femmes en Allemagne. Donc il y a un vrai enjeu, donc ça fait partie de notre programme, il y a un vrai enjeu donc, à organiser les rythmes scolaires avec l'activité gratuite, bien organisée, de façon à ce que les familles puissent laisser les enfants et donc ça ne retombe pas une nouvelle fois sur les femmes. Il est vrai que c'est aussi une cohérence à avoir, ne serait-ce qu'entre nous. Tous les militants, on n'est pas toujours très cohérents dans nos choix, dans le partage des tâches, de famille. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête en permanence, ce qui est une équité la plus grande possible dans la gestion des enfants comme dans la gestion de la logistique de la maison. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole?
La question derrière. Guy Fischer nous a rejoint aujourd'hui. Merci de venir. Donc là, on va passer à la deuxième partie du bistrot politique de ce soir, c'est-à-dire la métropole. Alors, qui? Oui. Est-ce que tu veux prendre une chaise ou ça va aller? Comment? Tu veux une chaise? Oh non. Tu es encore debout? On a de la chance, moi j'y arrive plus. Ouais, non mais le docteur il m'a dit 10 apéros par jour, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc là, je passe à 9. Donc Guy Fischer, sénateur communiste du Rhône, qui nous a rejoint pour parler de la métropole. Donc l'Eurométropole, vous avez déjà peut-être pu voir le document qu'on a diffusé ces dernières semaines. Peut-être étiez-vous déjà là aussi le 26 janvier quand on en a parlé la première fois. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc voilà, cette future métropole qui va se mettre en place l'année prochaine, et qui aurait pu être quelque chose de très intéressant si ça avait été travaillé de manière plus démocratique. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que ça se prépare, effectivement. C'est deux barons locaux, Michel Mercier et Gérard Collomb, qui ont décidé entre eux comment ça allait se passer. Donc je passe la parole à Guy, qui va nous expliquer tout ça dans les moindres détails. Bien, alors, toi tu dis baron, moi je dis seigneur. Deux seigneurs qui sont répartis des territoires et qui, faisant fi, bien sûr, de la consultation, de la démocratie, eh bien, on apprend par le progrès que la métropole a été créée et qu'un nouveau département a été créé. Donc, moi je dirais, et j'ai l'occasion, d'ailleurs dans le journal du groupe communiste que un certain nombre reçoivent, je parle de métropole où la démocratie locale bafouée. Alors tout d'abord, je suis très très heureux de me retrouver une nouvelle fois. Je compte plus les fois où je suis venu dans cette salle, et ça va bientôt prendre fin. Et bien entendu, je crois que pouvoir participer à de tels débats sur comment informer, mais comment se concerter, comment pour un parlementaire comme moi, je termine ma 19e année, eh bien c'est une manière aussi d'exercice de la démocratie locale, c'est-à-dire de venir rendre compte. De venir rendre compte. Et à partir de là, eh bien, de rendre compte pour ceux qui ont participé à l'élection des élus. Et je crois que ça, il ne faut pas le perdre de vue. Un élu n'existe que par le peuple, que par le suffrage universel. Et je crois que c'est un point important. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous à quelques, maintenant 15 jours, hein. Il nous reste 15 jours du premier tour de l'élection municipale. Et là, comme vous le dites, il y a un véritable scandale, puisque l'on ne parle pas, à travers cette élection municipale, eh bien, de ce qui va se passer, de ce qui sera mis en place au 1er janvier 2015. C'est-à-dire quelques mois après. Si on enlève les vacances, ce sera vite là. Hein. En effet, la métropole lyonnaise à dimension européenne, et je dois dire que Gérard Collomb, avec bien entendu l'accord du président de la République, eh bien, est à l'initiative. Le caractère de la création de cette métropole a un caractère expérimental, puisque suivront eh bien, la mise en place du Grand Paris, et puis la mise en place de la métropole marseillaise. Mais derrière, il y a 14 autres métropoles qui vont se mettre en place. Et cela, on ne le dit pas.
Et depuis la Révolution française, eh bien, c'est le bouleversement le plus important qui n'ait jamais eu lieu du paysage institutionnel. C'est-à-dire de la France que nous connaissons. Alors, on ne dit pas qu'il ne fallait pas bouger, puisque nous, dans le département du Rhône, eh bien, depuis le 1er janvier 1969, existe la communauté urbaine, le Grand Lyon d'aujourd'hui, mais déjà à l'époque, le suffrage universel avait été bafoué, il n'y avait pas eu de débat, et là, c'est un des points importants. Donc il y aura une modification considérable du visage du territoire lyonnais, son agglomération. Il va également modifier la relation de proximité des citoyens avec leurs administrations. C'est-à-dire, moi je pense que, eh bien, pour connaître et pour notamment accéder à son conseiller métropolitain, eh bien ce ne sera pas chose facile. Ce ne sera pas chose facile. Donc le département du Rhône a toujours été le fer de lance de nouvelles expérimentations. Aussi m'est-il paru nécessaire de rappeler quelques faits montrant combien le débat et la démocratie sont absents, bafoués au quotidien dans ce département. Dès 2005, on va faire un peu d'histoire, Michel Mercier, président du Conseil général, alors je le connais bien puisque j'ai été 26 ans conseiller général des Minguettes, un canton qui a une forte personnalité, mais qui était véritablement un canton où je crois que lorsqu'on a le lien avec les habitants, eh bien, les habitants vous le rendent 1000 fois. Eh bien, dès 2005, rappelez-vous, Michel Mercier, président du Conseil général, instaurait le contrôle sur le train de vie des bénéficiaires du RMI. On l'a tous oublié, ça. Dans une période où on dit où les inégalités se creusent, où la répartition des richesses n'a jamais été aussi inégalitaire, dans une période scandaleuse où on dit aux fonctionnaires, bah toi, ton salaire, on va le bloquer pendant plusieurs années. Et puis les retraités, là j'en vois quelques-uns, donc je suis, eh bien, les retraites terminées. On ne vous augmente pas. Donc une régression sans précédent, et quand dans le même temps, on fait cadeau de 230 milliards, et non pas les 20 ou 30 milliards du crédit impôt compétitivité emploi, mais le groupe communiste a fait le calcul, c'est 230 milliards que l'on fait comme cadeau au patron. Du jamais vu. Du jamais vu. T'es d'accord? Bon, allez là, on boira un canon après. Alors, dès 2005, eh bien, c'est le contrôle sur le train de vie des bénéficiaires du RMI. En 2006, pour bien montrer que tout se noue dans ce département, et c'est quelque chose d'important, il acceptait une expérimentation en prévision de la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance, qui consistait à confier la mise en œuvre de certaines mesures judiciaires d'assistance éducative aux conseils généraux et non plus à l'État, avec toutes les disparités entre territoires que créerait celle-ci. C'est-à-dire que là aussi, eh bien, alors que bon, la Constitution prévoit que l'on est égal devant la loi et que l'on doit bénéficier des mêmes services, eh bien, par ce cas-là, on créait des différences. En 2008, il se proposait comme département pilote pour la mise en œuvre du RSA. En 2010, c'est-à-dire en décembre, il créait la surprise des élus qui apprenaient, on y est, par voie de presse, c'était la création, et ça on l'a oublié, du pôle métropolitain. Il y a eu une première étape, englobant les intercommunalités existantes, alors sans les remplacer, et donc nouveau millefeuille, dont le budget s'élève pour l'instant à 950 000 €. Mais est-ce que vous savez quelle est la composition du pôle métropolitain? On
Vous êtes là, vous êtes des militants, vous avez quand même une expérience. Moi, je vous demande, qui est-ce qu'il y a dans ce pôle métropolitain? Très bien. Qui est-ce qui a dit ça? Un bon point. Allez, continue. Voilà, c'est très bien. Donc, ce pôle métropolitain regroupe le Grand Lyon, Saint-Étienne Métropole, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, donc Vienne, et la communauté d'agglomération du Pays zérois, avec en filigrane la volonté de concurrencer les grandes métropoles européennes comme celles de Barcelone, Milan ou Francfort. Hein, c'est ce qui explique que, bon, il y a une phobie chez Gérard Collomb, c'est-à-dire véritablement de concentrer sur l'agglomération lyonnaise, mais plus particulièrement sur Lyon, eh bien, la construction, bon, on l'a vu avec, bon, je passe toujours à côté du musée des Confluences, mais il y a une concentration d'investissements, alors qui peuvent paraître, moi je ne suis pas contre, Hollande, hein, mais où quand je me suis en pleine nuit heurté à Gérard Collomb sur le problème de l'organisation de la Coupe d'Europe de football, on n'avait pas, si vous voulez, les réponses qui paierait qui financerait qui, etc. etc. Et donc c'est aujourd'hui le débat que nous devons avoir, c'est qui est-ce qui finance qui, et à partir de là, eh bien, on peut dire que ce seront les salariés et les retraités, hein, le plus grand nombre, qui vont, à travers les différentes taxes, payer tout cela. Alors bien sûr, Gérard Collomb rêve de faire de Lyon une métropole comparable à Barcelone, Milan ou Francfort. En mai 2012, je continue, Michel Mercier, encore président du Conseil général du Rhône, alors moi j'y étais plus, puisque j'ai quitté le Conseil général en 2008, constituait une nouvelle commune à sa main. Hein. Alors là, c'est beau, Thizy-les-Bourgs. Hein. Regardez-moi ça, Thizy-les-Bourgs. Fusion des communes de Thizy, Bourg de Thizy, Marnan, Mardor et la chapelle de Mardor. Puis démissionnait de la présidence du département afin de se consacrer à son nouveau fief du Haut-Beaujolais. Alors comme je dis, voilà, ils sont constitués leur territoire. Ils se sont répartis le territoire du département du Rhône. Moi, c'est la métropole, 1 400 000 habitants à peu près. Et puis, toi, c'est le nouveau département du Rhône, 400 000 habitants. Enfin, et toujours par voie de presse, parce que moi, du coup, je me suis abonné au Progrès. Hein, alors, si je loupe quelque chose, si je veux être informé, eh bien, il faut absolument s'abonner au Progrès. Donc, toujours par voie de presse, une très grande majorité d'élus et tous nos concitoyens découvraient le partage donc du département 2, la naissance de la métropole européenne de Lyon et d'un nouveau département entre les deux seigneurs. Toi, tu disais les deux barons? Oui, ouais. Les deux seigneurs, Collomb et Mercier. Nous constations que sans attendre la discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, puisqu'ils l'ont anticipé, hein, eh bien, ces deux messieurs se partageaient le département sans concertation. Comme ils disent, on expérimente. Nous sommes les meilleurs en France et on expérimente au niveau national. Au moment des faits, je m'étais insurgé avec d'autres élus contre ce hold-up des territoires, contre cette façon de procéder qui actait la suppression in fine. Alors, ils nous disent, mais non, le maire, il aura toujours un pouvoir, etc., etc., il aura toujours son rôle à jouer, mais croyez-moi que pour avoir été pendant, je ne sais combien, près de 20 ans au Grand Lyon, hein, à la Courlie de l'époque, eh bien, quand on est dans des assemblées comme ça, où il y a 180 et quelques membres, etc., eh bien, croyez-moi, il faut avoir le courage pour intervenir. Hein. Tout est minuté, c'est comme au Sénat, hein, tout est minuté,
et à partir de là, pour faire valoir son point de vue, pour participer à un débat, eh bien ça va toujours trop vite, le débat en fait n'a jamais lieu sérieusement. Au moment donc la suppression des communes, et on peut dire que c'est une sorte de retour au féodalisme sur des projets touchant directement les populations. C'est donc, comme la loi l'y autorise, qu'au 1er janvier 2015, le nouveau rôle comptera 13 cantons avec 230 communes et un peu plus de 429 000 habitants. Bah, croyez-moi, avec les 13 cantons, quand on les connaît, le Progrès a présenté une très bonne carte, moi que j'ai affichée dans ma permanence, eh bien croyez-moi que Mercier, il est élu jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Oui, oui. Ah ouais, Oui, même comment? Même après. Bon, je vois qu'à travers un débat sérieux, néanmoins, on a tous un peu d'humour. Hein. C'est des seigneuries héréditaires. La métropole absorbera les compétences du Conseil général et en transférera d'autres communes, lesquelles, avec quels moyens financiers, alors que les budgets des communes ne cessent d'être amputés, que les dotations baissent d'année en année, et vous avez vu que, bon, il y a de très grandes incertitudes, en fait, sur les économies que veut faire le gouvernement, eh bien, ils veulent mettre au pli, hein, c'est-à-dire de la restriction budgétaire, eh bien, les communes. Hein. Et ça, c'est un des points, puisque les dotations de l'État, eh c'est 1,5 milliard, 4,5 milliards d'économies sur les années qui viennent. Donc ce sont des économies que l'on impose aux communes qui pèsent. Alors, dans des villes comme la mienne, Vénissieux, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Si on veut faire du social, eh bien, comme on doit le faire, comme j'ai toujours construit mon mandat d'élu, eh bien, il faudra se restreindre sur les investissements, les différer, les prolonger dans le temps, trouver d'autres dates. Et puis, à l'heure actuelle, on peut se poser quand même la question, que vont devenir les 4000 employés départementaux qui vont rejoindre les 6500 employés du Grand Lyon? Là, est-ce qu'il va certainement y avoir bon, des effets doubles, hein, et donc il y aura, comme tu dis, des effets collatéraux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, la décision, comme d'ailleurs, rappelez-vous, on nous faisait la promesse de ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite, mais là on ne remplacera plus personne. Hein, ce sera véritablement... Donc chacun n'ayant pour l'instant aucune indication sur les conditions de transfert, les premières réunions d'information se tiendront certainement en juin prochain, orchestrées par la modernisation de l'action publique, c'est-à-dire l'ex-RGPP. Pourtant, si les salariés sont légitimement inquiets, la population a elle aussi des raisons d'être préoccupée. En effet, certaines subventions du département sont suspendues sur des projets importants pour ses habitants. Par exemple, pour ne citer qu'elle, eh bien, la commune de Vénissieux, donc je réside, hein, eh bien, on a le centre nautique intercommunal qui est la propriété de Vénissieux, Lyon et Saint-Fond, qui a brûlé. Il y a eu un incendie criminel. Eh bien, là, les subventions qu'on aurait été en droit d'attendre et qui sont versées sans vergogne aux petits copains de Mercier, hein, alors là, on n'aveugle pas la création de la métropole du nouveau département, et bien là, on limite. Il y a eu une entrevue cette semaine où, en gros, on dit, alors qu'on devrait attendre qu'on devrait obtenir 2 millions d'euros pour un projet qui en coûte 14 millions, eh bien, on dit, il faudra attendre. Nous, on s'engage sur 900 000 euros, mais le reste, eh bien, vous verrez avec la métropole. Et il faudra en même temps payer au Hollande. Hein. Donc, quels choix seront faits? Je vous laisse trouver la réponse. Devons-nous penser que cette suspension est la cause de notre résistance face à l'intégration forcée? Et c'est vrai, il y a très peu de communes qui osent dire
tout haut, eh bien, quelle est la réalité de cette réforme et sous une certaine forme s'opposer à Michel Mercier et à Gérard Collomb. Et croyez-moi, eh bien, ils ne font pas de cadeaux. Hein. On peut avoir des mesures de rétorsion très gentilles. Donc, est-ce qu'il faut faire œuvre d'allégeance pour obtenir des subventions ou quelle est donc cette réalité? Voilà les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons à la veille de ces élections municipales et de ce 1er janvier 2015, date de création de la métropole lyonnaise. Alors j'en conclus que cette réorganisation territoriale a bien été configurée pour permettre aux décideurs de dégager de nouveaux marchés plus grands qu'à l'échelle communale, un partage des marchés publics, et pour être souvent avec les sénateurs parisiens et notamment le président du Conseil général du Val-de-Marne, eh bien, croyez-moi que là aussi, c'est une volonté d'atteindre, disons, de faire disparaître une certaine sensibilité politique. Hein. Moi, je vous le dis comme je le pense. Claude Barthelone l'a dit très tranquillement, il faut faire tomber les bastions communistes de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et puis dans le Rhône, c'est absolument pareil. Hein. Aujourd'hui, vous voyez le type du progrès, le bastion assiégé, quoi. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme on le voit dans le cadre, et bien sûr, ça aussi, on pourra en discuter longuement des partenariats publics-privés, au coût finalement exorbitant pour l'État et pour les collectivités, comme l'avait fait remarquer l'Inspection générale des finances dans son rapport administratif. Et je crois que tout le monde a constaté qu'il y a 3 majeurs du BTP. Nous sommes les meilleurs au monde dans le BTP, à travers Bouygues, Vinci et Fage, qui se répartissent absolument tout. Il y a des répartitions territoriales, et ils travaillent sur des messieurs, je ne veux pas dire le contraire, mais ils, par le biais de leurs filiales, ce sont véritablement une mainmise là sur l'ensemble des institutions. Et aujourd'hui, même quand on croit faire travailler une toute petite entreprise, mais en fait, quand on gratte bien, elle est filiale d'un grand groupe, d'un majeur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, communes et départements devront faire face à une réduction des concours financiers de l'État à hauteur de 4,5 milliards d'euros sur 3 ans, soit 1,5 milliard d'euros dès cette année, en pleine crise économique et sociale, alors que bon nombre de nos concitoyens espèrent toujours des réponses à leurs besoins fondamentaux. Mais ce n'est pas fini, car le gouvernement prévoit, et nous en saurons plus après les élections municipales, une nouvelle ponction sur les budgets des territoires de 7,5 milliards d'euros d'ici à 2017, auxquels on rajoute les 3 milliards d'euros. Bon, je n'ai pas voulu faire les additions, mais on arrive à 10 milliards, quoi, et donc on se rend bien compte que là, on va avoir pendant plusieurs années, pour tous les élus qui vont, on est à 15 jours des municipales, croyez-moi que les équipes qui vont être élues vont avoir des conditions pour mener leur programme et tout de plus en plus difficiles. Hein. Ajoutons une double peine pour nos concitoyens, celle de l'éloignement des lieux de pouvoir et des prises de décision, ainsi que la remise en cause du service public rendu. Mais le gouvernement n'en a pas fini, car dès avril prochain, c'est-à-dire après les élections municipales, il présentera son nouveau projet de loi sur la décentralisation qui traitera des compétences des régions et des départements. Je suis pour ma part convaincu que cette réorganisation territoriale de la République ouvrira la voie avec le Grand Paris, l'agglomération marseillaise,
et donc les futures métropoles, qui seront au total 14, eh bien, je suis convaincu pour moi on régresse dans l'exercice de la démocratie locale, et c'est pour cela que j'ai accepté bien volontiers de venir ici ce soir pour parler de ce sujet, car on a conscience quand même qu'on se trouve à la veille d'un bouleversement du paysage institutionnel, du paysage politique sans précédent qu'on n'ait jamais vécu. Moi, pour les gars de ma génération, 70 ans, il y a des plus vieux là. Oui. Et donc, on a vraiment quand même le sentiment, eh bien, que si on ne prend pas à bras le corps, à pleine main, eh bien, ces problèmes-là, eh bien, on se retrouvera de plus en plus éloigné des centres de décision. Donc, je voudrais, Bertrand, te remercier, et puis j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, merci. Merci Guy pour cette intervention. Donc beaucoup d'informations. D'abord le petit historique qui effectivement est très intéressant de voir le glissement qu'il y a eu depuis 2005 jusqu'à ce découpage par les deux seigneurs locaux, les barons. On peut leur donner plein de titres, mais on pourrait y passer la soirée, mais c'est pas ça qui vraiment nous intéresse. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre où on en est, quels vont être les enjeux du coup pour ces élections municipales, et puis comment nous, en tant que peut-être élus, peut-être militants, peut-être citoyens, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là. Je crois que c'est surtout ça là maintenant qu'il va falloir voir. Donc il faut continuer de s'informer sur cette métropole. Parce que vous avez pu vous en rendre compte en discutant autour de vous, très peu de gens savent ce que c'est. Il y en a même qui n'ont pas du tout entendu parler. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver, qui va se mettre en place. Ça c'est effectivement les sénateurs l'ont appris dans le progrès. Je rappelle quand même que les sénateurs sont élus principalement par les grands électeurs, donc par les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux. Voilà, c'est quand même paradoxal qu'une nouvelle collectivité, les sénateurs l'apprennent par voie de presse et non pas par la voie des collectivités et de ceux qui l'ont décidé. Donc là, ça montre aussi l'idée de la démarche qui y a derrière. Ce que je voudrais aussi rappeler, moi, d'important, c'est que ce qu'il y a derrière cette métropole, c'est que c'est une collectivité territoriale qui se crée dans de plein exercice, mais qui se crée, c'est ça qui est terrible dans le texte de loi, qui se crée dans un but d'harmonisation des politiques écologiques, économiques, éducatives, etc., pour améliorer la compétitivité du territoire. Ce n'est pas le rôle d'une collectivité, elle n'est pas là pour faire de la compétitivité, mais du service public. C'est ça son premier rôle. Et c'est ça qui est dangereux. Donc la compétitivité, on en voit les dégâts tous les jours dans les médias. Là vous avez vu, c'est les Lojabib, les atelières. Bon, j'ai cru comprendre que finalement elles étaient, leur entreprise était plus ou moins pas encore faite, mais voilà. Parce qu'il y a des élections municipales. Oui, voilà, parce que la fameuse banque publique a dit que c'était pas sûr qu'elle assurerait le déblocage des fonds. Voilà. Donc cette compétitivité, on voit vraiment les dégâts tous les jours, et je crois que c'est important de rappeler qu'une collectivité locale n'est pas une entreprise. Une collectivité locale est là pour rendre un service public avant tout. C'est ça vraiment qu'il faut qu'on martèle régulièrement. Au-delà de toute la manière dont ça s'est passé, parce que ça aussi c'est scandaleux, mais c'est l'objectif qu'il y a derrière. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on garde bien présent à l'esprit. Alors, je vais passer la parole à Paul Raveau, du CRAP. Voilà. Oui, merci. Alors, merci de m'avoir invité. Paul Raveau, membre du groupe de réflexion d'action métropolitaine. Oui, je pense. Je ne serai pas long, vous inquiétez pas. Merci Gilles pour l'invitation et à vous. Donc le GRAP, j'ai pas métropole, je pense que je fais partie. C'est une association politique que nous avons créée en 2011, je suis un des cofondateurs, pour qu'il y ait un vrai débat sur l'avenir de notre agglomération. Parce qu'il n'y en a pas, je crois. Alors, d'abord, je partage ce que vous avez dit. J'ajouterai quelques éléments, quelques questions. Aujourd'hui, 8 mars,
sénateur Fléchère le sait bien, Collomb a obtenu que le futur exécutif de la future métropole 2015, il n'y a pas obligation de parité. Ah bah alors, C'est la seule collectivité de plein exercice en France, C'est bien, la merci. seule. Quel mépris, quelle arrogance. Merci, Colomb. Non mais c'est grave. Et ce matin, le Progrès aurait dû titrer, Oui. vous vous rendez compte? Autrement dit, on voit bien, non seulement ce sont un autocrate, hein, c'est plus un démocrate qui a imposé avec Bercy ce partage des territoires, mais en plus, une insulte aux femmes. Moi, je pense, aujourd'hui, ici, il faut le dire. Deuxième chose, vous l'avez dit à juste titre, que c'est dans une idéologie de l'hyper-compétitivité entre les territoires. Les fondateurs de cette métropole adhèrent à cette idée selon laquelle, dans le monde, seules les très grandes villes ont de l'avenir. Alors bonjour la paysannerie de l'Asie, bonjour les ouvriers de Chine, bonjour les ouvriers de France, bonjour les atelières, c'est pas la peine de se battre, hein. C'est foutu. C'est foutu. Non, arrêtez. Nous sommes dans une grande métropole. Hein. Or, les économistes, moi je suis un petit économiste, les économistes, les géographes ou autres, qui travaillent sur ces questions, vous démontrent cela d'une façon assez facile. Et puis que pensent les amis de Lozère, de l'Ardèche, de la Drôme, des Alpes, du Massif central, des Cévennes, du nord de la France? Et si jamais c'était vrai, ça voudrait dire que ce qui resterait de distribuable de ce vieux cycle du PIB viendrait sur ces métropoles, plus qu'il n'en partirait. Autrement dit, c'est une création de collectivité qui, déjà au sein même de l'actuelle agglomération et par rapport aux autres, aggrave les inégalités financières, économiques, sociales, culturelles, etc. Bon, je ne vais pas plus loin, mais on a tout un travail de pédagogie à faire avec les électeurs, les électrices, parce que petit à petit, pour de compétitivité, pacte de responsabilité, petit à petit, ça rentre dans les têtes. Or, le grand drame de cette... enfin, moi, comment vous dire? Le terme métropole n'est pas récent, métropolitain à Paris. En 69, j'ai fait un stage pour mes études dans l'air, l'organisation Rex-Oréal à l'entrée de l'ancien marché gare. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de métropole. Nous vivons dans une métropole au sens où, les uns les autres, nous vivons sur un grand territoire qui est interpénétré sur les transports, l'emploi, l'université, etc. Bon, on voit bien. Mais, et je permettrai de faire une critique, je rebondirai sur ce que vous dites, il faut faire des choses, qu'est-ce qu'on fait? Un des problèmes aussi majeurs de cette loi qui est à la limite, enfin, qui est limite, elle n'est pas en marche de la République, elle a été votée, elle est presque, c'est que Collomb veut monter une métropole avec des institutions d'hier. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Vous l'avez dit, hein, dès lors qu'il y a 160, 180 personnes, etc., il n'y a pas de débat. Autrement dit, il nous faut une institution différente qui permette à chaque parcelle ou chaque participant, partie prenante de cette métropole de participer vraiment au débat. On a la chance, et c'est une chance, d'être dans une, je le dis aujourd'hui, je ne suis pas lyonnais d'origine, d'être dans une grande agglomération où on a une population ouvrière importante, même si elle a diminué, une tradition importante, des savoir-faire, la métallurgie, la chimie, etc., etc. On a une bourgeoisie industrieuse importante, elle est ce qu'elle est, mais elle existe. Hein, elle existe encore au niveau des grandes familles, ça donne des mérieux, etc. On a de l'agriculture périurbaine, suburbaine, qui redémarre autour des circuits courts, de la qualité, autour du bio, on a des artisans, on a des commerçants, on a des grandes universités. C'est voir à Vénissieux l'agriculture périurbaine. Voilà, on a des grands laboratoires de recherche, on a etc. etc. On a une population, et en plus, et moi j'y suis très sensible pour habiter à Perrache, un quartier qui a toujours été un quartier d'immigration. Les Italiens arrivaient à la Guillotière, et puis tout le sud, Ardèche, Haute-Loire, ensuite Afrique, Portugal, Espagne, arrive à Perrache. On a la chance, c'est une grande ville cosmopolite, c'est une richesse, c'est pas une charge, c'est une richesse. Voilà, donc nous avons la chance de ne pas être dans un espace sinistré, on n'est pas à Détroit, hein, enfin, on est dans un espace créateur de richesse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, je vais rebondir maintenant là-dessus. Bon, la loi est votée, bien. Il y a un pseudo-suffrage universel, je me risque à ce terme, au sens où dans 2 semaines, je suis même candidat à Lyon, les électeurs vont voter à la fois pour les conseils municipaux, ça ils savent à peu près, ils savent que la ville elle s'occupe de l'école, elle s'occupe de l'action sociale, elle s'occupe de la zone d'activité économique, de l'urbanisme, etc. Et puis,
Sur une autre partie du papier, il va y avoir une liste. Conseillère, conseiller métropolitain. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Moi, en tant que président de votre vote, je m'attends à des tas de questions. Attendez, mais c'est quoi expliquez-nous. Vous l'avez dit, le drame, il n'y a pas eu de débat. Nous sommes dans une agglomération où la démocratie est ficelée. Elle est ficelée. C'est dramatique. Et le vieux socialiste que je suis, là, le dit avec force. Bon, enfin, le PS, ils m'ont un petit peu tapé sur les oreilles. Je demeure fondamentalement socialiste. Je suis plus au PS. C'est pas grave, ça. Non, c'est l'avenir est de notre côté. Mais quand même, vous vous rendez compte, on n'a pas de campagne électorale à Lyon. Alors, il m'en je ne sais pas, je pense que grâce à vous, il y en a une, parce que je souhaite vraiment le meilleur succès. Je suis aussi sur une liste Grappe en gauche. Mais on n'a pas de débat. L'opposant de droite là-bas n'intervient pas sur la métropole, très peu. Colomb, surtout pas. Et autrement dit, on a des électeurs qui vont décider l'élection des conseillers métropolitains, sachant que l'année prochaine régionale, je parle sur votre contrôle, la future métropole aura droit à 44 conseillers, enfin régionaux. On voit un petit peu les effets successifs, les effets en chaîne. Alors, elle s'applique en 2015, après un suffrage, formellement c'est suffrage universel, mais ce n'est pas du vrai suffrage universel, le fléchage. Bien sûr que non, comme vous l'aviez rappelé par la communauté urbaine. Bien sûr que non. On est toujours dans cette difficulté d'accoucher la démocratie dans notre pays. Alors, 2015, en fait, je dirais 2016-2017, ça va être hyper compliqué. La fusion des services, comment on réorganise l'action sociale? Comment on répond aux demandes des élus qui, à Saint-Germain, Mont-d'Or, à Vénissieux, ici, à Grigny, autres, on dit, attends, et on remet tout à plat. Mais la voirie, c'est qui? Les terrasses, c'est qui? Et tu veux nous faire payer 350 millions, parce que nous en sommes à 350 millions, tout compris, de l'affreux musée des confluences, enfin l'affreux, j'arrête, musée des confluences. Et tu veux nous faire payer les 350 à 400 millions d'euros publics pour Hollande, alors que, et là j'en parle, de connaissance, dès lors qu'il y aura un match, si un jour il y a un match d'Europe important, et que vous avez, j'ai travaillé au ministère de l'Équipement, que vous avez le même jour, sous le tunnel sous Fourvière, un accident, l'agglomération sera bloquée. Des rapports ont été remis au préfet en ce sens, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les gens se sont assis. Le plus mauvais endroit, alors qu'il y avait un endroit, hein, bon, moi je suis déçu, moi. Et alors je continue la liste, et notre travail, ça va être d'informer les citoyens. Il semblerait, c'est Mercier qui le dit, alors il faut comprendre le Mercier comme disait un journaliste, mais malgré tout, il semblerait que, enfin c'est pas il semblerait, il a été estimé que la richesse produite au sein de la future métropole allait manquer pour partie aux recettes du nouveau département. Autrement dit, il était décidé de verser un chèque de l'ordre de 90 millions d'euros par an, jusqu'à une date qui n'est pas décidée, pas arrêtée. La métropole va verser pour compenser. Regardez, si vous avez le temps, rentrer dans le technique, le potentiel fiscal de Beaujolais et tout ça. Je ne suis pas sûr en plus qu'ils aient vraiment besoin. Autrement dit, non seulement Mercier a réussi l'entourloupe de filer à Colomb, parce que le grand gagnant, c'est que Mercier est de filer à Colomb, le musée des confluences, des emplois toxiques du département, mais en plus, il repart comme Thatcher par rapport à l'Europe avec un chèque de 90 millions par an. Alors c'est pas que je fais la lutte toute bête, urbain-rural, mais c'est pour se dire qu'avec tout ça dans le dos des élus, des partis politiques, des organisations syndicales, donc ça va être très compliqué à monter la métropole. Techniquement, elle va être compliquée. Et c'est pour ça que, alors je suis de nature optimiste, mais sinon je ne serais pas politique, il me semble que nous aurons à partir des élections, et on va continuer tous les mois, les GRAM, vous, les communes, les associations, les travailleurs sociaux, les gens qui gèrent des équipements culturels, etc., nous aurons à travailler ensemble pour dire on propose autre chose. Et c'est quoi l'autre chose? Alors pour nous, au niveau du GRAM, j'en termine là-dessus si vous voulez, il faut qu'on travaille sur tout ce qui doit revenir à la proximité et ne plus être décidé par le... Vous vous rendez compte, le directeur général des services de la métropole, il aura plus de pouvoir que n'importe quel vice-président, il aura 10 000 agents, Il faut qu'on travaille sur tout ce qui doit revenir à la proximité et ne plus être décidé par le... Vous vous rendez compte, le directeur général des services de la métropole, il aura plus de pouvoir que n'importe quel vice-président, il aura 10 000 agents, il aura un budget fabuleux, ça sera un super préfet.
C'est pas de ça qu'on veut. On ne veut pas de ça. Donc, qu'est-ce qu'on met à la proximité? Nous, Lyonnais, comment on développe nos arrondissements? Puisque les arrondissements de Lyon, par rapport à ceux de Marseille ou de Paris, sont ceux qui ont le moins de compétences. Le maire d'arrondissement, c'est rien. Vous avez le droit de prendre votre téléphone, d'appeler la mairie centrale ou la communauté urbaine. Vous n'avez aucun pouvoir, pas de budget, quasiment rien. Autrement dit, développons-nous des compétences au niveau de l'arrondissement, développons nos compétences des communes, et puis travaillons ensemble, qu'est-ce qui sera mieux géré par la métropole, qu'est-ce qui le sera. Et puis comment on travaille avec les autres. Métropole. Non, ceux qui sont autour. Ceux qui sont autour. Enfin, on a un aéroport qui fonctionne comme pas trop mal, ça t'est super. On réussit le tour de force. C'est unique en Europe. Unique en Europe. On réussit le tour de force de monter une soi-disant grande métropole avec l'aéroport qui est à l'extérieur de la métropole. Tout ça parce qu'on ne veut pas faire de la peine aux gens de Genasse, etc. et discuter avec eux, etc. Voilà. Et puis eux, ils ont la richesse pour eux. Barcelone, etc. Berlin, l'aéroport, il est à Stockholm. Voilà. C'est une pastille. Ça ne marche pas, son truc. Ça ne marche pas. Voilà, donc c'était un petit peu le coup de gueule de Gramme, et puis un appui à ce que vous faites, mais en même temps, une volonté de... Il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble, parce que je ne sais pas comment vous ressentez. Moi, encore ce matin, je faisais du porte-à-porte. C'est la première fois depuis de très nombreuses années que je sens, non pas du rejet stupide, mais un peu de la désespérance, et même de dire du découragement. Nous aurons un taux d'abstention énorme. Et on a beau leur dire, on cherche à faire la politique autrement, le Gramme, front de gauche, tout ça. Et encore ce matin, dans le centre-ville, où il y a de l'habitat populaire, vers la rue Mercière, des gens disaient, courage à vous, bravo, mais nous on n'y croit plus. C'est fini. Voilà. Et cette fabrication de la métropole dépolitise, continue à dépolitiser. Voilà, c'est ça qui est grave. L'éloignement du pouvoir. Ouais, c'est l'éloignement du pouvoir, C'est des élus inaccessibles. des élus inaccessibles. Alors après, on a droit à tout, bien sûr, ils s'en mettent plein les poches, etc. Ah, mais même pourri, si on les... pourri. Ouais, mais même si on laisse ça de côté, moi ce qui me frappe, c'est on est plutôt bien reçu. Il n'y a pas beaucoup de... Je pense que à Lyon, le vote Front National sera moins fort que ce que dit la presse. Par contre, parce que sur le bureau de vote dont je suis responsable, c'est un bureau où le vote est fait est très élevé. Toujours. Mais il est fonction du taux d'abstention. En nombre de voix, sur 20 ans, il a très peu évolué. Très peu. Oui, du fait que les autres... Par contre, si mon bureau de vote, il y a 65% d'abstention au premier tour, j'aurais fait à 22%. C'est ce que j'ai déjà vu. Je suis monté à 28. Car je me rendais compte. Oui, HLM, gendarmerie, pauvreté, etc. Dans certaines villes du Bas-Beaujolais, on monte à 40%. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas ça la crainte. La crainte, c'est la désespérance. Et puis finalement, on va comme les États-Unis où Obama a été élu par 35-36% des gens. De votants. Voilà. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. D'abord, j'aime beaucoup votre ville. J'ai des amis à Auvergne. Et je pense que, bon, je ne suis pas tout jeune non plus, mais on est vraiment à la fin d'un cycle. Et que nous avons à reconstruire une gauche différente, une gauche qui porte, combative, qui soit en phase avec les attentes des jeunes, notamment. Et le vieux monde, il ne veut pas mourir, il s'accroche, il s'agrippe, il crée des métropoles, etc. Mais il est mort. Il est mort quand un sénateur, maire de Lyon, réussit à faire en sorte qu'il n'y ait pas la parité à l'exécutif. La communauté urbaine, le jour où j'ai vu ça, je me dis que Colomb a déjà un pied dans la tombe. Merci. Je vous remercie de cet argument parce que demain, Pierre Bénitch fait un débat sur les femmes. Et c'est, bon, je le connaissais, hein, mais effectivement, vous avez bien fait. Et sur les problèmes tels qu'ils sont traités dans l'agglomération, alors, quand je reviens à Hohenland, on avait à une certaine époque envisagé qu'Hohenland serait à Vénissieux. Tout à fait. Hein, vous vous rappelez, il y avait... très bel endroit. Alors moi je me souviens que le député maire de l'époque, André Jorin, était allé à Wembley
Avec toi, non, peut-être. Hein. Donc, là-dessus, on avait véritablement la réalité. Et dans cette époque où on se dit, mais comment ne pas gaspiller l'argent public? Comment optimiser les investissements? Eh bien, si on construisait un stade comme à Wembley, en plein centre-ville, et regardez le terrain du Puiseau. D'un côté, vous avez la station de métro. De l'autre côté, vous avez le tramway, hein, qui passe vers Carrefour, là, donc un terrain comme ça. Et de l'autre côté, vous avez 8 voies d'autoroute. Oui, donc, vous voyez que quand on regarde, et à un moment donné, bon, on avait convaincu que c'était la meilleure solution pour les finances publiques, pour construire un équipement mais qui aurait valorisé toute l'agglomération, etc. Eh bien non, ça ne se fait pas. Donc on va filer le stade où il est en train de se faire, où on sait que, comme vous l'avez dit, eh bien, les conditions de circulation, il suffit d'y aller le soir à 19h, c'est complètement bouché de partout. Alors le soir où il y aura un grand match, etc., moi quand on me dit qu'il y aura un parking du côté de Saint-Olas, là-bas, je me dis, mais j'irai jamais comme ça. Hein. Donc on voit bien quand même que là, eh bien, les élus méritent d'être remis à leur place. Et c'est en ce sens-là que nous menons cette campagne des municipales. Alors, ce n'était pas l'objet véritable, mais on ne peut pas ne pas en parler, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on valorise tout ça, quoi. Que l'on fasse, que l'on utilise tous les arguments qui ont été développés. Et ça m'apparaît comme un point important. Alors, comme je fais toujours un peu de politique, eh bien, ce sont des municipales qui auront une importance considérable. Considérable. Et on veut nous faire la peau, je pense, je parle de la sensibilité communiste, hein, on veut nous faire la peau, mais croyez-moi, jusqu'à mon dernier souffle, j'en résisterai. Voilà. Allez, merci. Oui, juste aussi une petite précision, moi je n'avais pas les mêmes connaissances techniques de ce dossier. Par contre, je vois plutôt les conséquences de la concentration d'une activité économique telle qu'on la voit déjà aujourd'hui sur le Grand Lyon, qui va être énormément accentuée par la future métropole, c'est en termes d'aménagement du territoire. Donc on l'a dit, effectivement, tu parlais de ces départements environnants qui vont être complètement dépeuplés, qui vont plus avoir d'activité. On le voit déjà là dans les alentours, parce qu'il suffit ne serait-ce que d'aller à la gare de Perrache et à la gare de Pardieu et voir tous les trains qui viennent de Vienne, de Saint-Étienne, d'Ambérieu, de Bourgoin-Jallieu, qui sont pleins à craquer, qui viennent d'endroits qui se dépeuplent chaque jour parce qu'il n'y a plus d'activité économique, industrielle dans les zones d'où ils viennent et où les gens donc, sont obligés de venir travailler sur Lyon. Et dans le lot, vous avez des gens qui ont quitté la région lyonnaise pour aller habiter ailleurs, à Bourgoin-Jallieu par exemple ou à Saint-Étienne, à cause de la pression immobilière. Ils n'ont plus les moyens de se loger à Lyon. Donc ils vont habiter à Saint-Étienne et continuer de travailler sur Lyon. Et donc vous avez des axes qui sont saturés, par exemple les TER entre Lyon et Saint-Étienne, il n'y a plus de place pour en rajouter. Ouais, il faut être à la Pardieu aux heures de pointe pour voir comment ça fonctionne. Ah oui, c'est terrible. Donc, l'axe TER est saturé, l'A47 est hyper saturé. Donc effectivement, qu'est-ce que nous disent les élus qui sont sur le tout routier? Il faut rajouter des autoroutes, donc un top, donc un col, donc un truc, un machin. Forcément, si on continue, la 45, forcément, si on continue de concentrer toute l'activité en un même point, on est obligé de développer des infrastructures autoroutières, ferroviaires et autres pour que les personnes puissent quitter leur lieu de vie et venir travailler dans cette grande zone de concentration. Et donc on se retrouve avec des dossiers, le top, il est en parfaite cohérence avec la métropole. Le col, il sera en parfaite cohérence avec la métropole. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on combatte, c'est pour ça que nous on combat les deux dans notre programme. C'est ça aussi qu'il faut. Le col, c'est le contournement ouest de Lyon. Voilà. Qui a priori ne devrait pas se faire, il devrait peut-être se faire à l'est, parce qu'à l'est, on l'a vu, il y a la place. À l'est
lyonnais, il n'y a que 5 autoroutes, un aéroport, 10 lignes de chemin de fer, donc on peut encore acheter une autoroute. Mais la provocation, je repars. Il y a des rouges, ils sont Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on combatte. On parlait tout à l'heure des circuits courts. Oui, il faut favoriser les circuits courts. Il faut de l'aménagement du territoire. Il faut que les zones comme Bourgoin-Jallieu, comme Vienne, comme Saint-Étienne, comme Ambérieu, comme Bourg-en-Bresse puissent se développer de la même manière que l'agglomération lyonnaise. Que les gens puissent travailler là où ils vivent. C'est ça la priorité qu'on doit avoir, et ça c'est pas simplement au niveau ouïnois, au niveau métropolitain, c'est vraiment au niveau national qu'il faut qu'on ait cette réflexion. Et ça on ne l'a pas malheureusement parce qu'on est dans ce schéma de réflexion de métropoles qui sont basées sur la compétitivité et la concurrence entre elles. C'est ça donc qu'il faut le combattre, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, et même européen. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose à la gauche lilloise? Parce que c'est bien beau de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, à un moment il faut proposer. Donc nous, ce qu'on va proposer, on ne va pas s'opposer à la métropole. On ne va pas dire on sort Moulins de la métropole. Ça serait complètement idiot, on n'en aurait pas les moyens, et ça ne servirait pas à grand-chose. Et je ne sais pas comment on pourrait fonctionner. Elle va se faire, elle va se faire. Ok. Une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit, c'est un éloignement des citoyens des lieux de décision. Ça veut dire créer des lieux de décision, des lieux de citoyenneté, de proximité, pour que les citoyens soient au fait de ce qui se passe au niveau de la métropole et de comment eux ils peuvent agir à ce niveau-là. Donc ça passe par des comités de quartier avec de vrais pouvoirs, pas comme ceux qu'on a pour l'instant sur Moulins, d'ailleurs on n'en a pas, mais des comités de quartier qui aient des pouvoirs de proposition, de décision et de participation à un budget d'investissement. Voilà, ça c'est déjà la première chose, que les citoyens ne soient pas dépossédés de la gestion de leur ville, qu'ils puissent y participer de manière pleine et entière. Ce qu'on propose aussi, c'est que les élus métropolitains qu'on aura seront là d'abord pour porter la parole des Soulinois, et pas la parole d'un ensemble métropolitain, mais la parole des Soulinois, donc de porter les besoins des Soulinois au sein de la métropole, et de venir travailler avec les citoyens dans les comités de quartier, par exemple, mais aussi à d'autres moments, de venir travailler avec les citoyens pour dire voilà ce qui est prévu au niveau de la métropole, voilà comment ça va se mettre en place, comment il est prévu que ça se mette en place. On voudrait travailler avec vous à comment vous voyez les choses aussi. Est-ce que c'est autrement ou est-ce que c'est comme ça? Il faut que les citoyens puissent aussi participer à ça. Parce qu'on le sait, les citoyens, ils sont moins on leur donne de possibilités de s'investir, moins ils en ont envie. Et le meilleur moyen de faire en sorte que les gens ne s'intéressent pas à la politique, c'est que la politique ne s'intéresse pas à eux. Et ça marche très très bien. Hein, on a, malheureusement, nous on est la seule liste sur Moulins à vouloir travailler sur cette démocratie de proximité. Les autres vous disent, de toute façon, c'est les élus qui s'en occupent. Non, la démocratie, c'est pas une affaire d'élus, c'est l'affaire de tous les citoyens, du comité de quartier jusqu'aux assemblées nationales et européennes. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Et ça, on va absolument le mener pendant cette bataille pour les municipales. Voilà. Quand même, pour compléter votre information, mais ça, je ne doute pas que vous le sachiez, mais l'année 2014 est une année électorale très importante, puisque dans le même temps, nous allons avoir les élections européennes le 25 mai, et là aussi, ce sera très important de faire valoir notre conception de l'Europe. Je reviendrai peut-être une dernière fois à Moulins pour... Donc, on aura depuis le début de l'année. On aura cela, et puis on aura aussi des élections sénatoriales, donc en septembre. Hein. Sénatoriale. Voilà, où là, je rendrai mon parcours. Merci. Bah, écoute, tu nous demanderas. Un petit complément dans le droit fil de ce que vous avez dit sur les conseils, comités de quartier qui sont indispensables. On travaille sur une proposition grave, puis c'est une proposition qui va être dans le débat public, et ne vous appartient pas, sur une transformation importante. Vous savez qu'il existe actuellement un conseil de développement de Grand Lyon, qui est plutôt un travail d'études, un peu de documentation, d'expertise, etc. C'est très beau qui mène ça. Voilà, et nous proposons de réfléchir à une transformation très importante de ce conseil, pour que ce soit vraiment un conseil des territoires. Que les gens qui habitent l'ensemble de la métropole soient de fait représentés, qu'ils soient plus jeunes qu'aujourd'hui, qu'ils soient plus représentatifs de la population. C'est qu'aujourd'hui, le conseil de développement, c'est blanc, plus de 60 ans, retraité. Je
tout petit peu. Il y a des femmes, mais bon, voilà. Je caricature un peu, mais j'en suis membre. On peut donc, sa composition est à revoir, et je sais que l'actuel président est d'accord pour y réfléchir, mais également, surtout, ses missions. Parce qu'actuellement, l'exécutif de l'actuelle communauté urbaine, le patron de l'exécutif, qui est lui-même l'exécutif à lui seul, a décidé que le Conseil de développement ne pouvait pas statuer sur les grands projets. Autrement dit, en tant que membre du Conseil de développement, je n'ai jamais pu avoir un débat sur le grand stade. C'est interdit par le règlement de Grand Lyon. Donc il faut faire sauter ça et que le Conseil des territoires, enfin du développement de l'ensemble de la métropole, puisse se saisir de tout sujet d'intérêt métropolitain. Et je pense qu'il faut qu'on le porte ensemble, parce que c'est un lieu intéressant où les gens prennent du temps, on travaille avec les services, on épluche les dossiers. Et quand nous avons épluché malgré tout avec quelques-uns les dossiers, notamment du grand stade, on est tombé d'escalier en escalier. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous dites, ça ne marchera pas. Et ça coûte très cher. Et puis il y a des tas de sujets, le logement étudiant, comment on fait sur le territoire, comment on maintient du commerce de proximité, comment on arrête ce projet démentiel des grandes tours de Pardieu qui va venir d'écraser. J'ai travaillé à Pardieu 10 ans, c'est suffocant de travailler à Pardieu, il faut arrêter. La gare le matin, à midi c'est pas sympa, on est des milliers à sortir des bureaux, enfin, c'est complètement inhumain, il ne faut pas refaire la défense à Lyon. Franchement, voilà. Donc il faut qu'on travaille ensemble hein, sur ces questions. Et quand je prends le micro, vous applaudissez. Allez-y. Ah non. Oh, oui. Évidemment, la dernière chose très, très importante en réaction à cette métropole, c'est que de travailler au niveau d'Oulin, donc le conseil municipal d'Oulin, les élus communautaires métropolitains d'Oulin, mais aussi avec les autres conseillers municipaux qui sont proches de nous, qui sont progressistes aussi, dans d'autres communes, de travailler à ce que cette métropole, elle se préoccupe d'abord de services publics, de remettre du service public de partout où il y en a besoin, c'est-à-dire dans tous les quartiers. C'est ça la priorité. La métropole doit servir d'abord à remettre du service public et à réfléchir à la répartition des richesses. Voilà.